Mais devant des patients, c'est très différent. Et donc, on ne sait pas très bien quelles sont les attentes. Moi, j'ai fait un parti pris, donc cette conférence est enregistrée, donc je vais sans doute avoir peut-être après plein de choses à débattre parce que je prends des positions, mais le but vraiment de ma conférence, c'était de dire, tiens, je vois effectivement des patients, des nouveaux patients qui parfois viennent déjà avec un diagnostic posé quelques mois avant et qui ont parfois des idées qui leur ont été transmises soit par des neurologues, soit par des généralistes, soit par des revues scientifiques ou de vulgarisation, et avec lesquelles je ne suis pas vraiment d'accord, et je trouve aussi que ça les dessert, ça leur complexifie la vie, alors que déjà recevoir un diagnostic de Parkinson, le comprendre les principes du traitement, c'est déjà assez lourd à porter. Si en plus on évoque des symptômes qui n'arriveront peut-être jamais ou peut-être 20 ans plus tard, qu'on leur donne déjà des contraintes qui n'ont pas lieu d'être, je trouve qu'à ce moment-là, on peut essayer de simplifier tant que c'est possible, en tout cas les premières années de la maladie. Et c'est vraiment mon objectif de la conférence de ce jour, c'est pas de faire quelque chose d'une rigueur scientifique inattaquable, c'est plutôt vraiment de voir si on peut vous simplifier la vie en démystifiant quelques idées parfois préconçues et de restaurer quelques vérités, et puis on en débattra ensemble. Alors, moi j'ai choisi arbitrairement 8 mythes, hein. Donc il y en avait énormément d'autres, mais ça c'est mes petits combats à moi. Et donc les 8 mythes que je vais aborder aujourd'hui, c'est le Prolopa, il faut attendre avant de l'instaurer le plus possible. Deuxièmement, le mythe que le Prolopa dit chimique, industriel, serait moins bon que le Prolopa qu'on trouverait dans la nature, enfin la lévodopa. Que le problème de l'interaction entre le traitement et les repas, qu'il y a une dose maximale de Prolopa qu'on ne peut pas dépasser et qu'il faut donc retarder le plus possible l'augmentation des doses pour ne jamais atteindre ce plafond de verre. Le cinquième mythe, c'est que l'Azilect est un médicament neuroprotecteur. Le sixième mythe, c'est qu'il y aurait bientôt une épidémie de Parkinson. Le septième mythe, c'est que le tabac et le café, c'est pas si bon pour la santé. Et le huitième mythe, c'est que les cellules souches dans la maladie de Parkinson, c'est l'avenir. Donc il y a un gros programme, vous voyez, donc je vais calculer pour ne pas dépasser mon temps et avoir le temps de discuter avec vous de tout ça. Alors moi, j'ai 8 commandements à la place. C'est plutôt que le Prolopa peut et doit, si possible, en tout cas quand c'est nécessaire, être débuté le plus vite possible. Que le Prolopa industriel est clairement plus efficace que le Prolopa naturel, enfin que le lévodopa naturel. Que le traitement juste avant de manger, c'est tout à fait suffisant. Qu'on peut augmenter le Prolopa tant que c'est nécessaire, puis on fractionnera les doses, ça j'ai expliqué. L'Azilect, c'est une excellente question, c'est à quoi ça sert. Que la prévalence, ça j'ai expliqué ce que c'est de la maladie augmente, mais pas tellement l'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas. Que le tabac et le café, eh ben, en fait, ça protège contre la maladie de Parkinson, et que les cellules souches, ça n'a sans doute pas beaucoup d'avenir. Alors, premier mythe, retarder l'instauration du traitement par Prolopa. Je pensais que pratiquement tout le monde, en tout cas dans le monde médical, était au courant de cette donne, qu'il ne fallait plus retarder l'instauration du Prolopa, mais je vois encore des patients qui viennent avec cette idée qu'il faut attendre le plus possible, avec des conseils de neurologues. C'est un mythe qui a persisté longtemps, j'y ai adhéré beaucoup aussi, parce que c'est ce qu'on me disait, jusqu'à peu près dans le début des années 2000, enfin jusqu'à 2010 en fait. Alors, c'est un mythe qui est lié à l'histoire du Prolopa, enfin lévodopa. Je dis Prolopa pour que tout le monde comprenne, mais il y a d'autres noms dans d'autres pays. Mais, en fait, ça a été découvert en 67, la lévodopa. Ça a vraiment changé la vie des patients parkinsoniens, donc ça a allongé l'espérance de vie de façon fantastique, ça a amélioré leur qualité de vie. Donc des études en 87 montrent que ça a révolutionné la maladie de Parkinson. Mais effectivement, déjà dès les années 90, on dit quand on le prend pendant de longues années, on a des complications, des fluctuations motrices, des dyskinésies, et c'est pas si facile à gérer ces complications-là. Et donc arrive l'idée en disant, mais comme on voit arriver ça surtout après 10-15 ans, parfois 5, hein, mais plus tardivement après l'utilisation de Prolopa, est-ce que c'est pas lié au nombre d'années de prise de Prolopa? Et du coup, l'idée arrive vite en disant, bah, si on raccourcit la durée d'utilisation
Prolopa, donc on l'instaure le plus tard possible, on aura plus tardivement des dyskinésies. Dès le début, on remarque que de grosses doses de Prolopa, on en discuterait après, augmente aussi le risque de dyskinésie. Et donc, il y a deux écoles qui vont s'affronter. En médecine, on aime bien s'affronter. Deux écoles qui s'affrontent pendant vraiment 15 ans. Avec, est-ce que c'est plutôt le nombre d'années d'utilisation du Prolopa qui influence les dyskinésies ou plutôt le nombre d'années de maladie? Parce qu'en fait, depuis la découverte du Prolopa chez nous, tous les patients sont mis assez rapidement quand même sous levodopa. Et alors, pourquoi est-ce que ce mythe a vraiment duré aussi longtemps? C'est concomitant aussi à la mise sur le marché, fin des années 90, des agonistes dopaminergiques. Donc les agonistes, ça veut dire ça ressemble mais ça n'en est pas. L'avantage d'un agoniste, c'est que comme c'est pas de la levodopa, il y a moins de dyskinésie à long terme. Par contre, comme ce n'est pas du levodopa, c'est pas aussi efficace. Deuxièmement, rapidement, quand on a utilisé ces médicaments, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des complications à court et moyen terme. Chez les personnes âgées, beaucoup de confusion, d'hallucinations. Chez les jeunes, ça on a découvert plus tardivement, l'histoire des troubles du comportement des compulsions, achats compulsifs, jeux compulsifs, comportement sexuel inadéquat, etc. Et puis, je vous ai mis le prix, mais vous ne voyez pas le Prolopa, c'est 170 € à peu près pour les agonistes pour une boîte, 29 pour le Prolopa. Donc les lobbies pharmaceutiques sont quand même venus voir très fréquemment les neurologues pour expliquer combien le Prolopa c'était vraiment mauvais et qu'il fallait mieux vendre le produit bien plus cher. Et puis déjà à partir des années 2010, il y a pas mal de parkinsologues qui sont plus trop d'accord avec l'idée qu'il faut retarder l'instauration du Prolopa. D'abord parce que effectivement les patients sont moins bien, plus on attend, plus ils ont des symptômes, mal contrôlés par les autres médicaments. Et quand même, on a l'impression que c'est quand même fortement lié au nombre d'années de maladie. Et il y a un Italien, Silvia, qui est assez génial, qui va faire une étude. Alors il a dû, le concept c'est assez fantastique, c'est trouver des patients parkinsoniens qui ont de longues années de maladie derrière eux et qui n'ont jamais eu de traitement par Prolopa. Donc, il va chercher au Ghana. J'ai toujours dit aux patients Papouasie, c'est très bien que j'ai dû relire un peu l'article. En fait, c'est pas la Papouasie, c'est le Ghana. Il retrouve des patients âgés atteints de Parkinson avec, on reprend avec l'historique des familles, 5, 6, 7 ans de maladie de Parkinson. Ils n'ont jamais vu de médecin. Ils voient des neurologues, on pose le diagnostic de Parkinson, on les met sous Prolopa, levodopa, et qu'est-ce qu'on découvre? Ça c'est en anglais, mais 6 mois en moyenne, ils ont pris 100 Ghanéens, 6 mois pour qu'arrive des dyskinésies. Ce qui n'est pas le cas en Belgique, hein, quand vous commencez Prolopa, c'est rare qu'après 6 mois, vous ayez déjà des fluctuations motrices et des dyskinésies. Donc très rapidement, beaucoup de patients ont commencé des dyskinésies, et donc ils ont pu prouver, ils ont comparé par rapport à des patients italiens, et ils ont pu montrer que donc en fait c'était vraiment le nombre d'années de maladie qui allait influencer de façon dramatique le risque de survenue de fluctuations motrices et de dyskinésie. Et je le traduis en français ici la dernière phrase. Par conséquent, c'est la conclusion, ils ont quand même sorti ça dans Brain. Alors Brain c'est un des plus gros journaux avec le plus gros impact factor, donc c'est un des trucs le plus lus en tout cas en neurologie. Et ils disent la pratique consistant à suspendre, c'est-à-dire à retarder le traitement par levodopa dans le but de retarder l'apparition de dyskinésie n'a vraiment plus lieu d'être. 2014, on est en 2025, quand même 10 ans. Donc, c'est une conviction, c'est pas seulement la mienne, c'est vraiment maintenant partagé par à peu près tous les parkinsonologues et normalement par tous les neurologues. Donc, on a prouvé maintenant que le risque d'apparition de fluctuations motrices et de dyskinésie, c'est surtout lié au nombre d'années d'évolution de la maladie. Il y a d'autres équipes qui se sont demandées, mais est-ce que le Prolopa n'aurait même pas un petit effet neuroprotecteur? Alors là, il y a de nouveau une magnifique étude. Donc, New England Journal of Medicine, c'est l'autre énorme journal avec un impact factor. Donc, on parle vraiment d'études magnifiques dans les plus grosses revues. Et donc, ça, c'est des Hollandais qui vont prendre 400 patients parkinsoniens pour faire une étude, je vais expliquer juste après. Ils scindent en deux. 200 patients qui commencent d'emblée le Prolopa et 200 patients qui vont commencer 40 semaines plus tard. D'accord? Alors, l'étude, malheureusement, montre qu'il n'y a pas d'effet neuroprotecteur
Ça aurait été sympa, mais non. Ils continuent avec la même étude et ils vont sortir un deuxième papier très bien fait. Neurologie, c'est pas mal du tout comme revue aussi. 2022. Et qu'est-ce qu'ils observent? Ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est le design. Deux groupes. Un qui est mis directement sous Prolopa et tout le monde a la même dose. Donc ça, c'est pas mal parce que dans les études, on est toujours à l'appréciation du neurologue, on met en fonction, mais donc on ne peut pas comparer de façon très scientifique parce qu'il y en a qui vont prendre des grosses doses, petites doses, on ne sait pas si on les adapte. Là, on dit tout le monde pareil. 3 fois 1,5 Prolopa, 250 par jour. Et on les surveille pendant 80 semaines. Et donc, il y en a la moitié qui commence au début et la moitié qui va commencer après 40 semaines, un peu moins d'un an. Donc, ceux-là, ils restent pendant presque un an sans traitement. Donc, il y en a quelques-uns quand même qui ont dit « je ne suis pas bien, docteur, je ne suis pas bien ». Donc, ils sont sortis de ce groupe-là et on les a mis dans l'autre groupe. Mais globalement, il y en a quand même beaucoup qui ont mordu sur leur chic et qui ont tenu. Et qu'est-ce qu'ils montrent? Alors, une la palissade. Ceux qui prennent le Prolopa dès le début sont quand même mieux sur le plan clinique au début, on espère, oui. Sinon ce serait... Donc, évidemment que quand on traite les patients, quand vous êtes traité, vous êtes quand même mieux que quand on vous laisse sans aucun traitement, parce qu'on n'avait pas le droit de mettre autre chose. Mais ce qui montre, c'est que ceux qui ont commencé le Prolopa dès le début avaient un peu moins de fluctuations motrices à 80 semaines que ceux chez qui on a attendu 40 semaines. Alors, on voulait montrer que c'était pas pire, on a montré même que c'était un peu mieux. Ça, c'était un peu surprenant. On va voir s'il y a d'autres études qui confirment ça, mais donc on passe quand même de 23% où il y avait des fluctuations motrices et pas que des dyskinésies, dans le groupe qui a commencé début, par rapport à 38%. Après, il y a des facteurs confondants. Est-ce que ceux qui ont pris plus tard, on n'a pas bien adapté, on a mis trop vite, plus parce que les patients en avaient marre d'attendre, enfin, plein de choses où on peut discuter, mais en tout cas, retarder le Prolopa, certainement pas. Et donc, un des mythes, le mythe de la gorgone, est déconstruit, parce qu'en fait, le Prolopa ou le Levodopa, ça reste quand même le plus efficace des traitements. Ça, il n'y a aucun médecin neurologue qui pourra dire le contraire. C'est celui qui a quand même le moins d'effets secondaires à court et à moyen terme. Différé, malheureusement, ne protège pas des dyskinésies. Par contre, et ça j'y reviendrai, depuis le début, on dit qu'il faut donner la dose nécessaire, ni trop ni trop peu. Si on donne trop d'emblée à tout le monde, on augmente le risque de dyskinésie. Donc, il y a la juste dose à adapter pour chacun, mais une dose qui va sans doute varier d'un patient à l'autre, qui va certainement. On peut utiliser d'autres médicaments pour épargner un peu, c'est-à-dire diminuer la dose, mais pas le nombre d'années. Donc, vraiment deux choses distinctes. On n'attend pas, mais on met pas non plus, on n'arrose pas les patients de Prolopa s'il n'y a pas besoin. Et il y a dans les études une espèce de dose qu'on appelle cut-off, c'est-à-dire si on prend moins que 400, pendant combien d'années, et ceux qui ont besoin de plus, moins de 400 de L-Dopa par jour, il y a moins de risque de dyskinésie. 400, ça donne à peu près 4 fois 1,5 par jour, ou 3 quarts, 1,5, c'est à peu près ça la dose. D'accord? Donc ça, c'est des études. Alors, vous allez voir, il y a d'autres choses qui vont éclairer ça après. Et donc, de la gorgone, on passe à la petite fée. En fait, le Prolopa, c'est quand même votre ami. Alors, ici, j'ai abordé, donc je continue sur la lancée, dyskinésie et dose de Prolopa. Alors, toutes les études le montrent, il faut vraiment faire un traitement adapté à chacun. Donc, on ne peut pas se comparer les uns les autres. Il y a des patients qui vont répondre à des toutes petites doses de Prolopa. On se dit que c'est génial, bah non, vous verrez que ça peut influencer, pas de façon nécessairement positive, l'avenir, et d'autres qui auront besoin de vraiment grosses doses, et ça, c'est l'œil clinique du médecin, et le patient, bien sûr, et la famille, qui vont dire, docteur, on est bon là, c'est bien, ou on n'est pas encore bon. Souvent, au début de la maladie, de consultation en consultation, on augmente légèrement les doses quand il y a besoin, alors parfois il se passe un an sans qu'on modifie les doses, mais à un moment, on atteint un espèce de pic. Ça, le patient, ils ne le savent pas au départ, mais c'est vrai qu'on n'augmente pas pendant 25 ans les doses. On atteint une espèce de dose totale pic qui dépend de chaque patient, et puis on va devoir fragmenter les doses, c'est-à-dire mettre plus souvent, mieux réparti sur la journée, parce que l'effet est moins prolongé. Donc, les patients pensent que l'augmentation sera toujours comme ça. Non, en fait, il y a vraiment un truc comme ça. Et donc, moi, mon dictat, c'est ni plus ni moins que ce qu'il faut. Et donc là, il y avait un papier aussi super bien fait, pour une désordination prostrophie, donc j'ai pris que des trucs vraiment scientifiquement imparables, fait par Rolanders qui est mort l'année passée, qui était vraiment un grand ponte aussi à New York, et qui a fait une étude en disant qu'est-ce qui prédit l'avenir, la survenue des dyskinésies à long terme. Quels sont les facteurs qui influencent?
et quel est leur impact respectif. Et donc, il a mis dans un ordre vraiment du plus impactant au moins impactant, en tout cas, tous influencent, c'est un âge de début précoce. Ça, on n'y peut rien, on ne sait rien faire, mais les patients qui commencent tôt ont un risque augmenté de dyskinésie. C'est pas parce qu'ils vont vivre plus longtemps, c'est vraiment, eux, ils font plus vite, plus fort que les autres des dyskinésies. C'est statistique, hein, ce n'est pas tous les patients, mais quand même. Une haute dose de Prolopa, ça joue en deuxième facteur. Un poids faible, les patients un peu rondelets ont moins de risques. L'utilisation du Stalevo, donc le Prolopa avec pentacapone, et le fait d'être une femme. Ça, c'est 5 facteurs qui influencent. Il y en a sur lesquels on peut jouer, il y en a sur lesquels on ne peut pas jouer. D'accord? Alors, deuxième mythe, mucuna pruriens, poids mascate. Là, je vois de mes patients qui sourient. Et Prolopa. Alors, on a comme ça, tous, dans l'inconscient collectif, l'idée que si ça vient de la nature, c'est d'office meilleur pour la santé. Alors moi, je suis un peu provocante de temps en temps, donc j'ai mis 4 photos de plantes tout à fait naturelles. Ciguë, voilà, vous demanderez à Socrate ce qu'il en pense. Opium, feuille de coca, digitaline. Tout n'est pas mortel, mais on ne peut pas dire que c'est excellent pour la santé. Alors il y en a, on l'utilise pour faire des médicaments, merci l'opium pour la morphine, merci la digitaline pour faire la ligotine. Mais donc, moi, ma réponse, c'est est-ce que parce que c'est naturel, c'est nécessairement meilleur pour la santé? Pas sûr. D'accord? Alors, partant de ça, j'ai fait un petit comparatif, donc petit match de boxe entre mucuna pruriens. Alors, j'ai pris un des produits que certains patients connaissent et le Prolopa qu'on ne voit pas bien dans le fond de l'écran là. Et donc, on va les comparer. Alors, lui, il est naturel, c'est vrai, et il y a des études intéressantes qui disent dans les pays sous-développés, est-ce que ce ne serait pas un moyen de fournir de la levodopa aux patients qui n'auraient pas les moyens de se payer l'autre? Moi, je dis, est-ce qu'on ne ferait pas des politiques qui permettraient que l'autre soit bon marché? Ça, c'est un débat. La production est effectivement peu chère. Hein. Ça pousse et on n'a qu'à récolter, on écrase. Alors, le problème, et ça je vais expliquer, c'est qu'il n'y a pas d'inhibiteur, je vais essayer de le dire dans un mot, de dopa-décarboxylase. D'accord? C'est quoi l'inhibiteur de dopa-décarboxylase? Sur le Prolopa, vous voyez toujours que... Ah, j'ai un petit point. Hop. Sur le Prolopa, vous voyez toujours qu'il y a levodopa, la substance active, et benzacerida, donc ça c'est un truc espagnol, enfin, mais c'est la même chose en Belgique. Donc, le benzaceride, c'est l'inhibiteur de la dopa-décarboxylase. Alors, à quoi ça sert ça? Allez voir. C'est que si... Donc ça, c'est le tube digestif à gauche, le cerveau à droite. La levodopa, en fait, c'est un précurseur de dopamine. Le cerveau, il a besoin de dopamine, mais la dopamine, elle n'entre pas dans le cerveau parce qu'elle est trop grosse, elle ne passe pas la barrière qu'on appelle hémato-encéphalique. Donc, on doit donner un précurseur tout petit qui doit entrer dans le cerveau et être transformé dans le cerveau. Heureusement, dans la maladie de Parkinson, vous ne savez plus bien produire la levodopa, mais vous pouvez encore transformer la levodopa en dopamine grâce à la dopa-décarboxylase. Le problème, c'est que vous avez aussi la même enzyme dans l'intestin, et donc quand on vous donne du levodopa, il y a cette enzyme qui va travailler, qui va transformer une partie de la levodopa en dopamine. Et votre intestin digère votre médicament. Et il n'y a qu'un petit peu qui passe dans le cerveau. Du coup, on met la benzaceride qui va servir un peu de nourriture à la dopa-décarboxylase intestinale, ce qui fait que le levodopa peut s'enfuir vers le cerveau. Du coup, il y a une plus grosse proportion de substances actives qui arrivent au cerveau. Ce qui fait que si vous ne mettez pas de dopa-décarboxylase, une grosse partie est digérée par l'intestin. Et les scientifiques ont montré qu'il fallait à peu près 3,5 fois plus de levodopa naturel que ce qu'il y a dans le Prolopa pour avoir le même effet. Alors du coup, j'ai fait un petit calcul pour vous. Dopatropique, 132 grammes. D'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi 132, pas 130, 150, je sais pas, 132 grammes. Il faudrait 2 cuillères à café 3 fois par jour. Et en calculant, ça fait qu'un pot tient à peu près 6 jours. Sur Pharma Machin Market, c'est 19,36 €. Je trouve que ça fait très cher. Alors, par contre, le Prolopa, ben, c'est un médicament, c'est surveillé. Vous avez la sécurité qu'au niveau belge et au niveau européen, on surveille la production, les méthodes de production, etc. Ben, chaque gélule, c'est exactement la même dose. Je mets quiconque au défi d'avoir chaque fois la même cuillère à café
dopatropiques, etc. Donc vous n'êtes pas surpris par plus ou moins d'efficacité en fonction des cuillères à café que vous avez utilisées. C'est associé à l'inhibiteur de la dopa-décarboxylase, donc ça c'est beaucoup plus efficace, ça passe plus au cerveau. Et la dose que vous utilisez, c'est souvent un demi, trois quarts de comprimé 3 à 4 fois par jour. J'ai fait le calcul pour vous, un pot c'est 7,55 €, vous tenez au moins un mois. Au niveau des finances, c'est quand même beaucoup plus rentable. Donc le deuxième mythe, c'est mieux de prendre du méthylpréniel. Je dis non. Le Prolopa chimique, pharmaceutique, c'est plus efficace, c'est moins cher, par le mécanisme que j'ai expliqué. C'est un médicament surveillé, vous savez ce que vous avalez. Et voici quelques photos de produits, mais donc en tout cas, ça fleurit sur Internet, c'est la mode. Mais nous, on n'est pas convaincus. Donc c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est trop irrégulier, c'est pas surveillé, c'est un peu comme le CBD pour l'instant, on n'a pas de surveillance de la qualité des produits. Le troisième mythe, je regarde si je suis dans le temps, très bien, le Prolopa ou le traitement et les repas. Donc ça aussi, d'emblée, dès que des patients viennent pour la première fois chez moi, je ne sais pas toujours où ils ont lu, mais ils ont souvent lu qu'il fallait absolument le prendre 30 minutes avant ou 2 heures après le repas. Si on prend son traitement 3 fois par jour, c'est possible. Si on doit prendre plus tard beaucoup plus de prises que ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il faut commencer à manger vers 3 heures du matin. Voilà. Alors, je me suis demandé effectivement pourquoi moi, en étant allée à Paris, on n'en parlait jamais en consultation et que finalement en Belgique, on en parle beaucoup. Du coup, j'ai refait un peu la littérature pour vous, donc ça c'est bien. Et d'abord, ce que j'ai trouvé comme information, c'était souvent dans des revues de diététique, nutrition, etc. Peu dans les revues neurologiques, vraiment peu de choses. Et en fait, pourquoi ce diktat de 30 minutes avant les repas ou 1 ou 2 heures après le repas? Parce que si on s'y connaît un peu en digestion, on dit je ne comprends pas très bien cette distance. Et en fait, effectivement, il y a un article qui sort en 87, pas tout récent, qui montre plutôt in vitro, donc même pas chez vraiment des patients, que les protéines alimentaires peuvent diminuer la réabsorption intestinale de Prolopa de 30%. 30%, c'est pas rien, mais c'est in vitro, c'est pas chez des patients, etc. Et en fait, après ce papier de 87, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de très scientifique. Donc ça pose déjà question en disant, alors, moi je dis souvent aux patients, non, l'estomac, alors, oui, c'est mieux de le prendre avant le repas, ça c'est sûr, mais 5 minutes avant. Je dis, l'estomac c'est quelque chose de mécanique, c'est pas un organe intelligent, donc il va digérer progressivement ce qui arrive en premier, c'est-à-dire ça tombe, comme ça dans le fond de l'estomac, et il digère dans les sucs gastriques. Et donc si effectivement on prend entrée, plat, dessert, petit pouce café et tout, et le Prolopa à la fin, le temps qu'il arrive en bas de l'estomac dans les sucs gastriques et qu'il soit digéré, il peut se passer 1 heure ou 2 heures. Et vous avez l'impression d'avoir pris votre Prolopa, et en fait, il est toujours là, coincé, pas du tout en train d'être actif, et vous devez attendre 2 heures avant d'avoir l'effet. Donc ça qui tombe le premier pour qu'il soit tout de suite traité par l'estomac, c'est logique. Mais qu'il faille attendre 30 minutes, je ne comprends pas trop bien. Et je n'ai rien trouvé dans la littérature qui corrobore ça vraiment. Alors, les protéines, ça c'est un autre débat. Donc, protéines alimentaires et Parkinson. Donc, sur base toujours de cette étude de 87, effectivement, on montre quand même qu'il y a une certaine compétition entre les protéines et le Parkinson. Alors, donc, moi je dis, plusieurs papiers ont d'abord proposé de diminuer l'apport complet, enfin l'apport total quotidien de protéines par jour. Mais vraiment une très très mauvaise idée. Donc rapidement, on a dit ça, il ne faut pas faire. Les patients maigrissaient, les patients avaient une fonte musculaire et aucun des patients ne trouvait que ça les avait améliorés. Ce qu'on peut proposer éventuellement, c'est une meilleure répartition sur la journée des protéines. Ce qu'on peut. Je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais parce que, et pour une fois, j'étais contente de trouver des articles, alors peut-être que j'ai choisi ceux qui allaient plutôt dans ma position, mais on dit que c'est utile éventuellement si vous avez des fluctuations motrices imprévisibles. D'accord? Parce que les prévisibles, on a d'autres techniques pour y remédier. Mais si vous avez des fluctuations motrices imprévisibles, on dit c'est peut-être que parfois la dose n'est pas absorbée comme d'habitude, etc. Et peut-être qu'il y a une compétition avec les protéines. Donc,
ça restreint déjà les gens qui doivent se contraindre à cette répartition un peu bizarre des protéines sur la journée, à uniquement les patients avec fluctuations motrices imprévisibles. Alors, ça peut aider, donc les études, c'est pas flagrant, hein, il y en a qui sont aidés, d'autres pas. Ça peut aussi augmenter les dyskinésies au début, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de compétition, s'il y a 30% qui entrent en plus, ça c'est dans le meilleur des mondes, dans le cerveau, ben, ça donne du coup des dyskinésies. Il faudrait alors diminuer un peu les traitements. Donc vous voyez déjà les ajustements qu'il faudrait faire. Et puis surtout, les études montrent que c'est très difficile pour les patients dans le long terme. En fait, pas beaucoup de protéines le matin, pas beaucoup le midi et que le soir. Au début, on est très motivé. C'est comme quand on essaie de perdre du poids. Hein. Le premier mois, on est tout fou parce qu'on y arrive. Le deuxième mois, on trouve déjà ça un peu plus laborieux. Le troisième mois, on abandonne. Et donc, la plupart des études montrent qu'à long terme, les patients ne l'appliquent plus ou pas assez. Donc, ils ont un bénéfice au début, puis ça s'estompe. Voilà, donc les preuves ne sont pas irréfutables, ce n'est pas pour tous les patients, tout le monde ne trouve pas que c'est efficace, et seulement pour ceux qui ont des fluctuations motrices imprévisibles. Alors, par contre, très intéressant, dans les mêmes études ou en relisant des études, je passe à d'autres études que je trouve intéressantes en disant, mais c'est vrai, et ça, tous les patients le disent, oh, j'ai des bons jours, j'ai des mauvais jours, et puis il y a parfois une dose, je ne comprends pas. Donc, je ne l'ai pas avalée à la fin d'un repas gargantuesque, je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'elle n'a pas bien fonctionné. Et donc là, il y a quand même d'autres facteurs qui peuvent influencer la réabsorption du Prolopa et donc influencer le cours de la journée. Et c'est des facteurs sur lesquels on peut jouer. Et donc là, ça vaut la peine. Là, c'est un combat qu'il faut mener. Donc la gastroparésie, c'est cette lenteur de vidange de l'estomac. Donc le tube digestif, le deuxième cerveau, est aussi riche en récepteurs de dopamine. Et donc si vous ne prenez plus de dopamine, vous avez un intestin qui fonctionne lentement, comme votre corps en fait. Et donc l'estomac se vide lentement. S'il se vide lentement, ben, ça retarde l'absorption de Prolopa. Et le motidium, certains patients vraiment objectifs qu'il y a une nette amélioration s'ils prennent 3 motidiums par jour. Alors le motidium, c'est aussi une longue histoire. Hein. Au début, on pouvait en avoir comme ça à la pharmacie il y a 20 ans. Puis il y a eu des problèmes cardiaques, etc. Et donc maintenant, c'est sous prescription, mais ça n'en fait pas un mauvais médicament, loin de là. Et donc moi, je l'utilise si les patients se plaignent effectivement d'un estomac un peu lent à la vidange, souvent une plainte de pesanteur de l'estomac, ou de l'impression que le repas reste là pendant des heures, c'est pas une impression. Deuxième problème, la constipation, c'est un des symptômes du Parkinson, toujours lié à ce problème de diminution de dopamine dans le tube digestif. Et donc la constipation peut aussi ralentir la rapidité d'efficacité d'une gélule ou d'un comprimé de Prolopa. Visiblement, les antiacides diminuerait aussi un peu la réabsorption du Prolopa. Alors ça fait pas bonne presse, parce que les antiacides, mon Dieu, ils ont la cote, hein, mais pour l'instant, on est en train de voir qu'une grande partie de la population belge prend des antiacides pour rien. Donc, ils sont un peu dans le collimateur. L'infection à Helicobacter pylori pourrait aussi influencer négativement la réabsorption intestinale de Prolopa. Et alors, je l'ai mis juste pour lancer un débat, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Le microbiote. Ça, c'est un truc à la mode, le microbiote. Donc, je veux bien faire une conférence sur le microbiote, il y a beaucoup à dire, mais ça pourrait influencer positivement et négativement aussi la réabsorption. Et donc, ça, c'est des facteurs qu'on peut influencer, qu'on peut ajuster pour améliorer, je dirais, la stabilité des doses absorbées de Prolopa par jour. Donc, moi, en résumé, devant des bonnes pâtes chaudes, je dis aux patients, ne laissez pas refroidir vos spaghettis, de l'eau ou je ne sais pas quoi, c'est trop dommage. Il y a des patients, évidemment, ils se rendent compte au moment où le repas est servi qu'il faut prendre le Prolopa. Si après, ils doivent pendant 30 minutes laisser le plat refroidir, c'est triste. Donc, pas nécessaire d'adapter votre régime alimentaire, en tout cas pas avant un stade de fluctuations motrices imprévisibles. Pas nécessaire d'attendre 30 minutes avant de manger et que tout soit froid. La compétition avec les protéines, c'est pas majeur, c'est vraiment pas un point d'achoppement sur lequel il faut passer beaucoup de temps. On peut, mais pas pour tout le monde. Mieux vaut jouer sur les autres facteurs, constipation, gastroparésie, et si nécessaire, adapter un peu la dose de Prolopa. La lenteur de vidange de l'estomac. Quatrième mythe. Ça va, je suis dans les temps. Il existe une dose maximale de Prolopa, docteur. Je ne peux pas dépasser cette dose. Alors ça, c'est le mythe du plafond de verre. J'avais mis une image, mais pas là. Donc, de nouveau, très étonnant, cherchez un peu les revues scientifiques sur la dose maximale de Prolopa. Bah,
J'en ai pas trouvé. Vraiment, une revue bien faite qui dit surtout pas dépasser ça. Donc j'ai été voir la notice du Prolopa en disant est-ce que eux ils disent qu'il y a un moment où il faut s'arrêter, et ils disent 8 comprimés de 250 par jour. Il n'y a pas tout le monde qui prend ça. En même temps, ils ne mettent pas les risques d'intoxication. Donc normalement tous les médicaments, on voit si vous avez pris trop, qu'est-ce qui risque de se passer. J'ai rien avec le Prolopa. Ils disent maximum 2 comprimés par prise, mais vous avez sans doute déjà tous remarqué que nous, neurologues, on met rarement, très rarement plus que 1 comprimé de 250 par prise, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment d'amélioration quand on met plus par prise. Par contre, s'il faut plus, on fractionne les prises. Donc, on fait plutôt 1 8 fois par jour que 2 4 fois par jour. Je l'ai déjà dit longtemps, je ne reviendrai pas, mais il y a effectivement un risque de dyskinésie qui arrive dans des cours, qui est lié à la dose totale de Prolopa, mais attention, puisqu'il y a le petit poids, donc si on est mince, ça joue, en fait, c'est plutôt la dose par kilo de poids corporel qui joue. Donc, ce n'est pas totalement la dose de Prolopa, c'est combien vous prenez divisé par votre poids à vous. D'accord ? C'est surtout si on est jeune, dyskinésie, et comme je l'avais dit, si on répond très bien au Prolopa, on est malheureusement un peu plus à risque de faire des dyskinésies. Alors, j'ai dit au patient, j'ai utilisé une fois le ChatGPT pour le programme ici. Je lui ai demandé, Chat, est-ce qu'il y a une dose maximale de Prolopa? Parce que j'ai rien trouvé dans la littérature, je me suis dit, il va peut-être m'aider. Alors là, c'est toujours les réponses de chat, hein, super pour lircher, oui, non, peut-être, enfin, je ne sais pas. Et donc, il dit, prescrire trop peu de Prolopa, on aimerait bien, ce serait bien, mais attention, c'est quand même pas une très bonne idée, parce qu'on pourrait très bien rendre les patients moins mobiles, du coup, d'abord la qualité de vie, mais en plus, s'ils ne sont pas mobiles, ils ne peuvent pas bien se bouger, ils ne peuvent pas aller à Action Parkinson faire leur marche nordique, du coup, ils en souffrent psychologiquement et physiquement, et donc, il faut trouver l'équilibre optimal pour chaque patient. Bon, ça veut dire c'est aux neurologues et aux patients de faire tout le boulot. Bon. Donc, comme date, merci ChatGPT. C'est pas mal, mais ça ne me fait pas vraiment avancer le clinique. Le mythe 5, Azilect. J'ai peut-être choisi les 3 derniers un peu plus. Qui généreront peut-être un peu plus de débat. Donc, ceux qui me connaissent savent que l'Azilect n'est pas mon médicament préféré. Et pourtant, il a fait rêver les neurologues. Hein. Donc, vraiment, l'Azilect en 2006, quand il est sorti, enfin, ils en ont déjà parlé en 2004 dans les congrès. Donc, en 2006, on a enfin un médicament qui promet d'influencer la maladie. Donc, un disease modifier, c'est-à-dire pas tout à fait neuroprotecteur, mais on espérait ça. Donc, ça y est, on a vraiment un truc. En 2 ans, ça a influencé positivement l'évolution de la maladie chez ceux qui le prenaient. Donc, c'est une étude qui a fait grand bruit. Ils prennent je ne sais plus combien de patients, 2 doses, Azilect 1, Azilect 2. On les étudie à 2 ans. Déjà, 1 an, ils disent c'est fantastique, c'est fantastique, c'est fantastique. Et à 2 ans, ils disent ça se confirme. Alors, j'explique comment on voit un disease modifier. Donc, on prend les patients, on leur donne l'Azilect, on prend le même nombre de patients, on ne leur donne pas. Et à 2 ans, on va examiner tout le monde en off. C'est-à-dire qu'on enlève tous les médicaments et on voit comment ils sont sans aucun médicament. Si sans aucun médicament, ceux qui ont pris l'Azilect vont un peu mieux que les autres, c'est quand même qu'ils ont eu un bénéfice, c'est que sans médicaments, ils sont quand même mieux que les autres qui se sont dégradés du coup plus vite. C'est ça, le disease modifier. Et donc, ils ont pu le montrer pour la dose de 1 mg, que les patients en off étaient mieux 2 ans plus tard que ceux qui n'en avaient pas pris du tout. Par contre, ceux qui avaient pris 2 mg, non. Bon, ça déjà, ça suscitait un peu de questionnement en disant, tiens, c'est bizarre le médicament, on met juste un peu plus et on a plus d'effets protecteurs. Donc ça, c'est Achille avec son talon. Hein. Et en fait, moi, je disais toujours, oui, ils avaient promis un effet neuroprotecteur, donc à 10 ans, ça doit être encore plus flagrant, ou en tout cas, ça doit persister. Et je disais souvent aux patients, c'est vrai qu'on ne voit plus les labos qui représentent Azilect dans les congrès, on ne les entend plus. Ça, en général, c'est pas bon signe. On disparaît des radars, c'est que... Et grâce à vous, j'ai été quand même chercher pourquoi on ne les voyait pas. Enfin, j'avais quand même mon idée. Et donc, en fait, en 2016, sort une super étude de nouveau, des grands noms, hein, donc Raskol, avec de nouveau Olanov, celui qui est mort l'année passée, et qui montre qu'en fait, à 10 ans, malheureusement, pas du tout d'effet disease modifier, pas du tout d'effet neuroprotecteur, rien. Même un truc un peu plus ennuyeux, je l'ai traduit, en 10 ans, les patients se sont quand même dégradés. Bon, ça de nouveau, on s'en doutait un peu.
Moi, ça c'est petite note de la rédaction, c'est moi. J'ai dit, oui, mais ceux sans Azilect aussi. Donc, c'est pas, ils ne se sont pas plus dégradés parce qu'ils prenaient l'Azilect, mais en tout cas, ils ne sont pas mieux que les autres. Donc, effectivement, depuis 2016, on sait que malheureusement, l'Azilect n'a pas l'effet qu'il avait promis au début. Alors, on savait depuis le début que l'effet symptomatique, c'est-à-dire combien de symptômes ou quel est le pourcentage de symptômes améliorés sous Azilect, c'était pas énorme, d'accord? Il y a des années, ils ont fait toutes des études pour comparer quel est l'équivalent d'efficacité par rapport au Prolopar des agonistes dopaminergiques, de l'Azilect et tout. Ils font des équivalences comme ça, et donc ils avaient dit Azilect, un Azilect par jour, un demi Prolopar 250 à peu près, sur 24 heures. D'accord? Donc, c'est pas énorme, c'est pas rien. C'est vrai qu'au début de la maladie, si vous ne prenez que 3 fois un demi comprimé de Prolopar, un demi comprimé en plus, ça fait net. Si vous prenez plus que ça, c'est assez subtil. Et alors, il y a une échelle qu'on fait dans toutes les études, comme ça, on fait clapoter les patients, etc. C'est une échelle quand même motrice sur 108 points. Et dans les études, on montre qu'avec l'Azilect, vous gagnez 2,5. Pour certains trouvent que c'est bien. Moi, je suis matheuse, donc 108, 2,5, ça fait quand même pas énorme. Hein. Mais voilà, c'est là. Mais donc l'effet symptomatique, c'est pas majeur de l'Azilect. Donc moi, je dis oui en début de traitement. C'est pas compatible avec le Xadago, plus plein d'autres choses qu'on n'utilise plus trop. Le Prozac, ça va pas. La fluvoxamine, ça va pas trop. Certains antidouleurs, ça va pas. Voilà, je trouve qu'il a quand même un talent. Mais c'est pas mauvais, d'accord, c'est pas mauvais, mais c'est pas, il nous a un peu déçus, on va dire. Alors, les deux derniers mythes, non, les 3 derniers mythes, c'est peut-être encore les plus provocants. Tabac et café. Alors, on sait depuis longtemps, mais on n'en fait pas trop la pub comme ça, mais on sait depuis longtemps quand même que le tabac a un effet protecteur du Parkinson. Ça fait pas bonne presse pour l'instant, donc on le tait parce que effectivement, à part ça, le tabac c'est pas bon pour la santé. Mais pour le Parkinson, c'est pas un peu, c'est vraiment beaucoup. Donc, le risque relatif, quand on compare, c'est 0,4 à 0,6. Là, je vais montrer des chiffres. Donc, ça veut dire quasiment 50% de risque en moins de faire le Parkinson si on est fumeur. Si on est gros fumeur, hein. Il faut beaucoup fumer. Et c'est pas parce qu'on meurt plutôt d'autre chose. Donc, voilà. Parce qu'on peut dire, oui, mais les scientifiques ont réfléchi quand même, on dit, ah, mais c'est peut-être qu'ils sont déjà morts. Non, c'est pas encore mort. Donc il y avait des questions en disant, et ça je trouve que c'est intelligent, c'est est-ce que vraiment le tabac est protecteur, voire neuroprotecteur, c'est un peu choquant, soit il y a un gène qui fait qu'on est prédisposé au Parkinson et ce même gène fait qu'on n'aime pas le tabac. D'accord? Donc, si je vais faire le Parkinson, je suis depuis le début un peu dégoûtée du tabac. En fait, visiblement, c'est plutôt quand même un effet neuroprotecteur. Alors, je crois que je l'ai mis sur une autre dia. Donc, ils ont dit, oh, génial, on va mettre des patchs de nicotine, comme ça, c'est pas dangereux ici et tout. Dès qu'il y a un patient avec Parkinson, on lui met un patch de nicotine, on met des grosses doses et on va ralentir l'effet de la maladie. Ça marche pas, malheureusement. Alors, vous ne voyez rien, mais il faudra me croire, c'est écrit, après je peux donner aussi. En fait, ils ont prouvé avec des études que c'était un vrai effet neuroprotecteur direct. Pourquoi? En fait, si vous avez fumé, vous avez un risque de moins 30% de faire le Parkinson. Si vous fumez encore, c'est 40%. Donc, effectivement, en fait, le risque, l'amélioration ou la diminution du risque, on va dire, s'estompe si vous arrêtez de fumer. Bon. Alors, bon, ça fait pas bonne presse, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même toujours intéressant, je trouve, en médecine, de voir que c'est pas une science univoque ou facile. Et donc, on se dit, tiens, ils partent dans des hypothèses, et puis j'ai pas d'autres articles, donc, prochaine conférence. Comme on sait maintenant qu'il y a un courant qui postule que le Parkinson commence dans les nerfs olfactifs ou dans le tube digestif, ils disent, on sait que le tabac change beaucoup le mucus et les trucs au niveau olfactif, est-ce que c'est peut-être comme ça qu'il protégerait contre un agent viral, etc. Voilà. L'idée est pas mal. Alors, ici, c'est un graphe où on montre les facteurs qui peuvent influencer négativement la survenue de Parkinson ou positivement. Là, je vais prendre mon petit truc. Donc, il y a des choses
si on est schizophrène, on a un risque nettement augmenté. Donc 1, c'est j'ai un risque de population générale. Si je suis au-dessus, j'augmente le risque. Donc on voit que ceux qui ont des troubles attentionnels, c'est tout petit, mais c'est vrai. Ceux qui ont pris des neuroleptiques, etc., ont un risque augmenté. Et là, vous voyez tout ce qui protège là. Et tout ça, c'est le tabac. Et tout ça, c'est le café. Alors, j'ai fait un peu plus en grand. Et il faut me croire. Donc le tabac, la meilleure protection, c'est que vous avez fumé au moins 30 paquets années. 30 paquets années, c'est considéré comme un paquet année, c'est un paquet par jour pendant une année. Ça fait quand même pas mal de tabac. Hein. Donc, mais là, si vous avez fumé tout ça, là, vous êtes vraiment beaucoup moins à risque de faire le Parkinson. Là, on voit pas tout bien, c'est le café. Et donc, le café aussi, en fait, il faut beaucoup de tasses. Vous allez voir. Donc là, c'est le café. Mais ça, c'est quand même plus sympa à discuter. Je vais moins avoir les foudres de Cienzano qui vont me tomber dessus en disant comment tu leur as dit de fumer, c'est pas possible. Non, je n'aurais pas dit ça, mais je dis c'est la réalité. Par contre, le café, c'est quand même moins toxique. Donc on peut dire, eh bien, ici, si vous buvez du café, vous êtes protégé. Surtout si vous... Au moins 5 tasses par jour. 1 à 3 tasses, c'est moins protecteur. Bon, c'est protecteur avant, hein. Donc pendant la maladie, donc c'est pas maintenant que vous devez tous commencer à boire du café, mais c'est quand même intéressant. Et donc je dis quand même un risque relatif, 30% de risque en moins, c'est pas juste du hasard, c'est une réalité. Voilà. Et alors j'ai un petit mot rigolo, ça doit pas être du Nespresso, on peut acheter du mauvaise qualité, c'est pas grave. Alors, ça c'est même carrément, je trouve un peu percutant, mais c'est toujours chouette de débattre avec vous. Donc ça, c'est une courbe du nombre de patients parkinsoniens dans le monde, je crois. Ici, il faut le lire, c'est en millions. Et donc, en 2040, on aura 120 millions de patients. Et on en avait, 1200, je ne sais plus. Mais beaucoup, en tout cas. Et donc, vous voyez, par rapport à 1990, 2015, 2040, combien on attend de patients parkinsoniens dans le monde. Assez impressionnant. Alors, c'est une augmentation qui est réelle, qu'on connaît. Là, les facteurs qui vont influencer, je vais en parler juste après, c'est surtout la prévalence qui augmente. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de patients parkinsoniens qui est présent sur la Terre, c'est le nombre de nouveaux patients fois le nombre d'années de survie, évidemment. Et comme on a quand même amélioré les soins de santé et le suivi des patients parkinsoniens, vous vivez beaucoup plus longtemps avec la maladie. Et comme en plus, on a amélioré aussi l'espérance de vie, c'est-à-dire que si vous avez d'autres maladies, on vous les traite mieux aussi. Si avant vous mouriez d'autres choses que le Parkinson, maintenant on vous guérit de ça aussi. Et donc vous vivez très longtemps avec le Parkinson, du coup ça augmente évidemment le nombre de patients parkinsoniens sur la planète. Et ils ont montré une étude, je trouve intéressante, qu'en fait, ils calculent aux États-Unis qu'en 2040, ils auront 700 000 patients parkinsoniens en 2040, mais qu'en fait, il peut même prédire qu'il y en aura 10% de plus, donc 70 000 en plus, rien que grâce ou à cause des politiques anti-tabac. Donc, on va moins mourir du cancer du poumon, et voilà. Et donc, c'est vraiment très scientifique. Ça, c'est effectivement les politiques anti-tabac auront comme conséquence qu'on n'avait pas prévu que ça va augmenter le nombre de patients parkinsoniens. La médecine, c'est vraiment pas univoque. Alors, je rebondis sur cette diapo pour dire épidémie de Parkinson. Alors là, c'était chouette. Je suis tombée sur cette étude. La pandémie de Parkinson. Et j'ai pas bien regardé au début, je me suis dit, oh, ils ont un peu surfé sur la vague facile de la pandémie. J'ai mis la pandémie de Covid là. Sauf que c'est 2018. Donc ils ont sorti cette étude bien avant la fameuse pandémie de Covid. Donc c'est pas du tout un terme racoleur, ils y pensaient vraiment. C'est une étude bien faite aussi dans quand même une grosse revue. C'est à la fois un Hollandais, Sebastian Bloem, que j'avais entendu dire effectivement une conférence où il disait on a une explosion du nombre de patients parkinsoniens. Mais en fait, c'est une revue avec un parti pris clair et net. C'est vraiment un pamphlet pour diminuer l'utilisation des pesticides dans le monde. Donc leur revue est orientée quand même.
parce qu'ils disent, voilà, un des facteurs, c'est l'utilisation des pesticides, et ça va augmenter fortement le nombre de patients parkinsoniens, et le coût pour la société sera énorme, donc il faut diminuer. Mais dans la revue, ils sont quand même objectifs et disent, il y a d'autres facteurs qui influencent ce nombre de patients parkinsoniens croissant, c'est on les soigne mieux, on les détecte plus, on les détecte dans des pays avant sous-développés qu'on ne soignait pas comme les patients ghanéens, et maintenant on les détecte, on les soigne. On vit beaucoup plus longtemps, donc ça joue beaucoup ces facteurs-là aussi. Alors, donc ça c'est un peu une redite. Oui, donc c'est ça. Le Parkinson survient à 2 pics, souvent un peu avant 60 et à 80. Et donc si la population globale vieillit sur la planète, ben, on aura plus de patients parkinsoniens, en tout cas ceux qui commencent à 80 ans. Et puis, tout le monde vit plus longtemps, donc on vit plus longtemps avec le Parkinson aussi. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est que l'augmentation d'incidence, donc le nombre de nouveaux patients, ça augmente surtout pour les 60-80 ans. En fait, après 80, il n'y a pas d'augmentation du nombre de cas. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, c'est surtout entre 60 et 80 ans. Le 8e mythe, et je serai dans les temps, les fameuses cellules souches. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est les cellules souches. Donc, les cellules souches, c'est prendre des cellules qui ne sont pas encore développées, cordon ombilical, cellules pluripotentes, cellules qu'on aurait fait avec les nouvelles méthodes. Et donc, ce seraient des cellules qui pourraient devenir des neurones à dopamine. Ça, c'est le but. Donc, on va essayer de mettre dans la région, pas la substance noire, mais le striatum, des cellules qui pourraient devenir des neurones à dopamine. Alors, c'est pas nouveau comme idée, hein. Pas du tout. On a commencé en 87 avec des glandes surrénales, parce qu'ils savent sécréter adrénaline, noradrénaline et tout. On s'est dit, oh, c'est pas très loin de la dopamine, on va mettre ça dans le cerveau. Bon, ça n'a pas trop bien marché en 87, mais dans les années 2000, vraiment, c'était le truc à la mode, en tout cas en Europe. Pas mal d'études, souvent sur des toutes petites cohortes, hein. Donc il fallait déjà des patients qui avaient envie de servir de Kobe, on n'était pas certain. Les techniques, c'est compliqué parce que si vous mettez juste des cellules comme ça, il y a un rejet. Il fallait les faire entrer avec des virus, des antivirus, puis ça a donné, en fait, ces virus, ils se reproduisent, du coup, après, ça donnait des lymphomes et tout. Donc il y a eu plein de complications, mais quand c'était pas rejeté, quand il n'y avait pas de complications avec des cellules cancéreuses, c'était pas fantastique. Donc ça, dès le début, on a vu que c'était pas fantastique. Alors, les chercheurs, quand on veut trouver que ça marche, on trouve toujours, on a pu diminuer d'un demi-prolopa par jour le patient qui en prenait 8. Enfin. Mais donc, franchement, symptomatiquement, c'était pas génial. Et puis, quand même, pas mal de complications. Du coup, j'ai regardé ce qui se publiait encore dans les 5 dernières années. Et il y a encore plein de publications. Donc, je me suis dit, ah, je me suis trompée. Mais en regardant un peu plus, c'est des publications pas de neurologues. C'est quasiment que des labos de biologie, de génétique, etc. Donc, ça, déjà, ça me pose problème. Souvent, les titres, c'est, et puis le descriptif aussi, c'est les cellules souches dans les maladies neurodégénératives. Donc, dedans, on fourre Alzheimer, SLA, Parkinson, tous les autres. Moi, déjà, quand je dis qu'on met ensemble toutes ces maladies qui n'ont quand même pas grand-chose à voir, c'est qu'on n'est pas très loin dans les recherches. Et donc, dernière chose qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'en fait, plus de 2/3 des papiers étaient produits par l'Asie. Donc, c'est vraiment chaque fois des équipes asiatiques. Alors, beaucoup de l'Asie de l'Est, hein, enfin vraiment Japon, Chine, beaucoup, Corée, etc., mais aussi Iran, voilà, quelques-unes aux USA, très peu d'Européens. Donc, depuis 2020, les Européens, c'est vrai qu'on a un peu abandonné. Moi, j'avais vu un truc à un congrès d'une équipe de Lausanne, quand même. Il y a quand même ici une étude faite aux États-Unis, enfin une étude, un patient chez qui on a implanté des cellules autologues. Alors, ils ont expliqué comment ils font ça, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est les nouvelles techniques un peu de génie génétique. Ils prennent les cellules du patient lui-même, ils les retransforment, donc des cellules finies, je ne sais plus, ils les ont pris du sang, ils les retransforment en cellules pluripotentes, ils lui remettent pour qu'elles deviennent des neurones à dopamine. De nouveau, le patient a pu enlever un demi-prolopa et il y a un patient, donc, et ça c'est en 2020, on n'est quand même pas très loin. Voilà, j'arrive au terme de mon exposé. J'imagine qu'il y aura peut-être des questions. 2 mythes pour donner un peu le sentiment
des neurologues actuellement, c'est David et Goliath, Prolopa qui a dû se battre contre tous les nouveaux, plus chers, avec des labos pharmaceutiques quand même bien, mais c'est quand même David qui gagne. Pour l'instant, le Prolopa, on ne peut pas encore le remplacer. Deuxième mythe, le mythe de Sisyphe, ben, les chercheurs, on pousse la roue qui redescend. Donc il y a beaucoup d'études en cours, souvent c'est des questions des patients, mais malheureusement, souvent la boule redescend, donc on a des résultats prometteurs chez la souris, puis ça donne rien chez les premiers patients. On a des résultats prometteurs chez quelques patients, puis ça donne rien sur des cohortes plus grandes. Mais ne vous inquiétez pas, comme Sisyphe, il n'arrête pas de continuer à pousser la boule, donc personne n'abandonne l'affaire. Et on espère que dans les années qui viennent, c'est un peu comme les archéologues, on cherche beaucoup et puis on trouve une fois, mais quand on trouve, c'est vraiment bien. Je vous remercie de votre attention.